Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission Le Touche-à-tout aujourd'hui, il faut que je fasse attention parce que je reçois le président du conseil d'administration de la télévision communautaire, Patrick Houd. Bonjour Patrick. Salut Pierre. Mais tu n'es pas ici pour ça. Pas aujourd'hui. Tu es ici, toi, comme historien archiviste du Centre d'archives de la région de Thetford. Oui, c'est ça, oui. Bon. On a appris récemment que le Centre d'archives, vous avez hérité des archives de Mazarin. Oui. Bon. Pour ceux qui ne sauraient pas, moi, je sais c'est qui Mazarin, là, mais cette compagnie-là, pourquoi que c'est important pour la région? En fait, Mazarin, ça se trouve être la maison mère de Société Asbestos Limitée. Donc, la plus ancienne compagnie minière encore existante aujourd'hui, même s'il n'y a plus d'exploitation, donc elle est encore existante sur papier. Et c'est vraiment la plus ancienne compagnie qu'on a, qui a exploité des mines d'amiante dans la région. Donc, c'est intéressant que cette compagnie-là pense au centre d'archives pour verser ses archives. C'est un beau plus, là. Mais Mazarin était également propriétaire de la mine Belle, qui est juste ici au bout de la rue, là. Oui, effectivement, oui, Mazarin est aussi propriétaire. C'est pour ça, en fond, je dis que c'est la maison mère de la Société Asbestos. Donc, ils ont eu plusieurs branches, Mazarin. Ils ont plusieurs branches aussi minières dans d'autres régions au Québec. Là, oui. Puis, à l'époque des années 80-90, le président de Mazarin, c'est quelqu'un d'assez bien connu, hein? Régis Labaume. Le maire de Québec. Oui. Bon, donc, vous avez hérité des archives, d'une partie des archives de Mazarin qui concerne la Société Asbestos Limitée. Oui, en fait, essentiellement, c'est des cartes et plans. Là, on dit des archives, là, mais si on veut être précis, là, je vous dirais qu'à 99,9%, c'est des documents de cartes et plans de la Société Asbestos, donc des différents plans miniers qu'on a, que ce soit de la King, de la Beaver, de la Normandie. On a certains documents aussi un petit peu de la Lake directement parce qu'il y avait des partenariats, veut pas. Donc, c'est beaucoup des cartes et plans dans ces archives-là, oui. Et peux-tu me raconter comment ça se fait qu'à un moment donné, le Centre d'archives a hérité de ces documents-là? Mais en fait, en 2014, il y a 2 employés de la Société Asbestos qui sont venus faire des recherches dans les archives qu'on avait déjà, nos centres d'archives de la Société Asbestos. Moi, j'ignorais qu'ils travaillaient pour cette compagnie-là, donc moi, j'accueille les chercheurs normalement, on travaille avec eux, on les aide dans leurs recherches, et à un moment donné, ils me disent, écoute, on trouve pas ce qu'on veut. J'ai dit, écoutez, avoir des documents des compagnies minières, c'est pas facile. Souvent, c'est fermé, c'est difficile d'aller chercher de la documentation. Et ils continuent à faire leurs recherches. Puis, à la fin, quand ils sont partis, ils me disent, écoutez, on travaille pour la Société Asbestos. Moi, je suis un peu étonné. Puis, ils me disent, on aurait peut-être des affaires pour vous autres. On a un petit endroit où on conserve des plans. Voulez-vous voir ça? C'est sûr que je veux voir ça, si vous voulez piquer ma curiosité. Donc, je suis parti à l'époque avec Christian Simard, qui m'a amené, moi puis mon directeur Stéphane Amann. On est allé à la mine Normandie. Dans l'office, en fait, de la Normandie, on rentre là, dans le bureau à l'accueil, ça a l'air d'absolument rien. Là, tout est, même le bâtiment est abandonné, il est même brisé. Et on descend dans le sous-sol, et on se trouve à être comme un peu sous terre, on se trouve être sous le chemin, en fait, d'entrée. Et il rouvre une petite porte. On se prend avec nos flashlights, là, écoute, ça donne une idée. Là. Et il rouvre une petite porte, on rouvre une lumière, puis le local est chauffé. C'est un gros bunker bétonné, chauffé, en dessous du chemin de la mine Normandie. Et toutes les plans sont entreposés là, dans des classeurs, jusqu'au plafond. Il y en a partout. C'est incroyable. Fait que, écoute, là, on a des enfants, là, des vrais enfants dans un parc d'amusement. Ouais, puis Stéphane, on se promène, on regarde qu'est-ce qu'il y en a. On estime à peu près à l'époque autour de 200 000 documents, 200 000 plans. Cordés, avec pas trop d'index. Il y a de numérotation, mais on n'est pas trop sûr de comment ça fonctionne. Et sur le coup, donc nous, on a voulu essayer d'acquérir ça. On a dit, écoutez, faut que ça vienne au centre d'archives, mais en même temps, on s'est dit, où c'est qu'on va mettre ça? Ça prend un gymnase pour déménager ça, ça n'a aucun sens. Et on a fait des démarches avec M. Simard à l'époque, un peu savoir si on pouvait mettre la main un peu sur certains documents. Je me rappelle entre autres qu'il y avait une petite caisse en bois à terre sur le déménagement du quartier Saint-Maurice. Ah oui. Donc, c'était des photos aériennes avec tout le plan qui avait été fait, comment on allait réménager le quartier. Donc, on avait essayé de surtout, mettons, mettre la main sur ces documents-là, certains documents précis. Puis ils ont dit, non, on n'aime mieux pas, c'est un peu problématique. Donc, c'est un peu mort en 2014 dans cette idée-là. En 2018, on a eu une mission touristique avec la SDE. On est allé à Lowell, Massachusetts, aux États-Unis. Et avec Luc Rémillard, entre autres, qui avait parti ce projet-là. Moi, je suis parti dans la délégation, puis on est allé visiter, je pense, c'est une compagnie industrielle, en fait, une ville industrielle. La compagnie, un peu comme ici, c'est la compagnie s'est développée, puis la ville s'est installée autour, un peu comme le cas de Thetford Mines. Les autres, là-bas, c'est l'industrie du textile. Et je me rappelle, à un moment donné, il parlait beaucoup dans la revalorisation des bâtiments.
il parlait de l'importance des archives. Comment qu'on avait pu revaloriser les bâtiments, les interpréter. Et je me rappelle le Crémiard, il dit Patrick, aux archives, vous devez avoir ça, vous, des documents sur la mine Bell, la mine King, des bâtiments. J'ai dit écoute, là, on n'a pas grand-chose, c'est les compagnies minières qui ont ça. Mais je dis j'ai dit chose qu'il y en a, par exemple. Et je lance l'idée comme ça à Luc, et tranquillement, Luc a fait des contacts un petit peu, et justement, M. Guy Bérard, qui est présentement donc président de Mazarin, venait d'arriver sur le conseil d'administration. Je sais que Luc est pour parler avec lui sur certains projets. Il en a glissé un mot, il nous a permis de le rencontrer. Et là, de fil en aiguille, on a commencé à faire des rencontres pour leur dire un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour leurs archives, qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Et l'idée, justement, de les numériser, les entreposer, les traiter pour qu'on puisse rendre ça accessible. En fait, M. Bérard, là, il aimait vraiment beaucoup l'idée. Il a dit, écoutez, ce patrimoine-là va être sauvé, inquiétez-vous pas, c'est pas le dépotoir qui va les recevoir, c'est le centre d'archives. Mais il dit, si vous acquérez quelque chose, vous acquérez l'entièreté ou rien. Oh, Fait que, oh, oh, ouais. oh. Ouais. Fait que là, sur le coup, on a dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça prend un local. Et heureusement, la municipalité de Saint-Joseph de Coleraine nous a prêté un local pour entreposer la documentation, en fait, des plans. Est-ce que vous avez sorti toute la documentation qu'il y a dans le bunker? Juste avant, en fait, au mois de février 2020, juste avant le début de la pandémie, on a pu faire une journée de corvée. En fait, on a eu de l'aide du musée minéralogique, on a eu l'office de tourisme, la SDE, la ville de Saint-Joseph de Coleraine nous a envoyé des gars des travaux publics. On a eu des bénévoles qui sont venus aussi. On a déménagé, j'estime, en une journée, là, on a peut-être déménagé 30, peut-être 40% de la masse documentaire totale. Puis vous étiez combien? On était 15. Eh mon Dieu, vous avez juste déménagé le tiers. Oui, effectivement, oui. C'est beau le déménager, mais après ça, il faut falloir le traiter, il faut le regarder. Donc, on a tout tiré ça dans des boîtes, dans des classeurs, on a mis ça de côté. Puis, on a commencé tranquillement à faire le tri, là, mais c'est bien entreposé, au moins au chaud, c'est en sécurité. Donc, il reste à aller fouiller dedans. Ben, c'est ça, là. Tu me dis, il reste à fouiller dedans. Dans un premier temps, est-ce que c'est important, historiquement parlant, ce que vous avez récolté, hérité, et qu'est-ce que vous allez en faire? Bien, il y a une bonne partie qu'il y a du tri à faire. On ne se le cachera pas, il y a des choses on ne va pas élaguer. Il y a des plans électriques, par exemple, d'un vieux moulin. On va en garder un, mais ça ne donne rien d'en garder 400. Donc, on va quand même sélectionner. Mais on a les plans des premiers moulins de la Johnson de Black Lake qui datent autour de 1880, 1890. Donc, on a toute la construction du moulin étape par étape. On a tous les plans de ventilation, s'il y avait de la ventilation, comment la fenestration était faite, les fondations, on a tout ça. Donc, on va garder peut-être des bâtiments entiers. Mais une fois que ça va être conservé, ces documents-là, faut justement on veut les numériser, nous, pour les rendre accessibles. Parce qu'on veut que ça serve à quelque chose. C'est beau les avoir dans un local, mais il faut que ça serve soit au musée, soit pour des recherches. Donc, le but, c'est de numériser ça, les décrire, les rendre accessibles. Mais effectivement, historiquement parlant, c'est un gros plus parce que, en fait, la Société Asbestos a à peu près l'entièreté pratiquement des bâtiments miniers appartenant à la Société Asbestos. On a même des maisons. On parle de bâtiments miniers, de plans miniers. On parle, par exemple, du concasseur. On a les plans du concasseur, on a les plans du moulin. Mais on a des plans de maisons. On a des plans de maisons. Les compagnies bâtissaient les maisons pour les ingénieurs. Ben, il y en avait, là, au quartier Mitchell, là. Oui. Voyons, je cherche le nom de l'auberge là, qu'il y avait. La Bonne Mine. La Bonne Mine, ça en était une effectivement, de ces maisons-là. Ouais. Toutes ces maisons-là, en fait, on a une bonne partie des plans de maison. Quand je dis les plans, là, c'est qu'on a pas un croquis, on a un plan détaillé, des armoires de cuisine, de la boîte à linge sale, de la boîte à mal. On a vraiment tout ce que la mine construisait, on a le plan. Tellement, on a même des niches à chiens. Oh mon Dieu! Ça moi, ça me tire à terre. Je me dis, on prenait un dessinateur à la compagnie, on lui faisait faire un dessin de niche à chien, on le faisait construire la niche à chien pour l'employé de la mine. Donc, c'est fascinant, là, mais c'est vraiment c'est particulier comme acquisition. Là. Puis, tu m'as parlé tout à l'heure que vous aviez évalué, Stéphane et toi, à peu près à 200 000 archives. Oui. Ça va vous prendre combien de temps à classer, trier, élaguer, numériser? C'est une job d'une vie, ça? C'est l'histoire d'une vie. Je pense qu'à ma retraite, moi, je pense que ça va être encore... Non, je pense que ça va être terminé quand même. Là. Mais oui, il y a beaucoup d'ouvrages parce que c'est le tri, premièrement, il faut faire le tri. Ensuite, il va falloir les numériser. Il va falloir les indexer. Il va falloir savoir qu'est-ce qu'on a. Mais juste de tout ouvrir, chaque document, de regarder la pertinence, de le dater, de s'assurer qu'on a de l'identification, de le documenter aussi. Des fois, c'est beau d'avoir des plans, mais il faut savoir c'est un plan de quoi, à quoi ça servait.
Lorsqu'on a fait un plan en 1910, la personne savait pourquoi elle dessinait. Nous, aujourd'hui, il faut le replacer en contexte, il faut contextualiser un peu pourquoi ça a été fait. Donc, souvent, on va appeler le musée, savoir, OK, tel type d'équipement, ça servait à quoi? Parce qu'on n'a pas nécessairement toutes les connaissances complètes sur l'équipement précis minière. Mais, non, c'est vraiment, c'est des années de travail, honnêtement. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Toi qui es historien, là, sur le plan historique, là, quelqu'un qui va vouloir raconter l'histoire de la région par ses bâtiments miniers, il va être servi à souhait, là. Ah, mais oui, puis tu sais, on a des bâtiments surtout qui ont été détruits. Oui, on a des plans de bâtiments encore existants, mais on a des bâtiments qui sont détruits qu'on a sur photo. Donc, on a juste une photo, puis on dit, ah, OK, c'est gros, c'est pas gros, mais là, c'est le fun avec le plan, tu as toutes les dimensions, tu as l'entièreté du bâtiment, tu as même l'intérieur, savoir était où la salle de bain, était où le lunchroom des gars, tu as toute la localisation des locaux, c'est vraiment merveilleux. On a trouvé, en fait, par pur hasard, c'est Luc Rémillard qui, en fouillant, il est venu nous aider peut-être quelques heures, puis à un moment, il a ouvert un tiroir, puis il a sorti un plan au hasard, puis il est tombé sur le premier plan du chevalement de la mine King actuelle, de 1938, la coupe transversale. Donc, il y a le plan à peu près 4 pieds par 3 pieds de haut. C'est la coupe transversale avec toute la structure interne du chevalement de la mine King. Écoute, Léria, il disait qu'il avait fait de la découverte, puis il nous agaçait. Il disait, vous passez des heures là-dedans, vous trouvez rien. Il dit, moi, j'arrive une demi-heure à 1 heure, puis je trouve tout ce qu'il y a de besoin. Donc, c'est vraiment comique. Mais là, le musée a ce document-là, puis c'est superbe là, pour leur plan. Là. Ah, ben oui. Et quelle est la qualité, justement, des archives que vous avez eues, si c'était dans un bunker chauffé, tout ça? Donc, ça doit être de bonne qualité. Ah oui, là. oui. Oui, vraiment, là, tout est en bon état. Justement, il y avait quand même le souci de conserver un maintien de température, même si c'était faible, même si tenait ça à 5-10 degrés. Oui, mais... Au moins, l'humidité n'était pas là. Donc, il n'y a pas d'humidité qui est rentrée dans les documents. La plupart des documents étaient entreposés à plat dans des classeurs. Donc, il n'y a pas de coin qui relève, il n'y a pas de coin déchiré. Oui. Tout était vraiment bien placé. Donc, il n'y a pas de moisissure, pas d'odeur, il n'y a rien de détérioré. C'est vraiment exceptionnel là, que ça a été conservé aussi longtemps. Puis moi, je me suis toujours dit, je ne peux pas croire que ça a été gardé aussi longtemps. Il n'y a personne qui est allé faire du grabuge là ou quelque chose. Moi, ça me fascine là, que les documents sont encore en bon état comme ça après tant de temps. Là. Ah ben tant mieux. Et là, l'émission est terminée. Mais Patrick, moi, je te réinvite à l'automne. Puis j'aimerais ça que tu vas avoir eu le temps peut-être de numériser quelque chose, que tu nous apportes des exemples, puis qu'on en parle de la richesse de ce que vous avez entre les mains. Oui, mais super, on amènera quelques exemples de documentation un peu, on verra ça, oui. Bien, merci beaucoup, Patrick. Merci, Pierre. Alors, j'avais le plaisir de recevoir l'historien archiviste du Centre des archives de la région de Thetford, qui est venu nous parler de l'acquisition des archives Mazarin, particulièrement de la société Asbestos Limitée. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez, puis qui a juste eu à traverser le corridor du Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers, c'est-à-dire le directeur de Catara, Mario Dufresne. Bonjour, Mario. Bonjour, Pierre. En passant, j'aime beaucoup ton chandail. Merci. Oui. Mario... ça va pour une bonne œuvre. Hein? Oui. C'est pour la banque alimentaire. Oui, c'est vrai. Oui, tout l'argent s'en va là-bas. Ben oui, même c'est ce que Bernie Sanders a décidé de faire. C'est ce qu'on appelle pas se prendre au sérieux, prendre les choses au sérieux, mais pas se prendre au sérieux. Mario, tu es ici aujourd'hui pour nous parler du projet de loi 69. 59, pardon, je me suis trompé. D'abord, c'est quoi ce projet de loi-là? Puis, on va élaborer par la suite. C'est un des projets de loi que le Québec attend, que le monde du travail attend depuis une quarantaine d'années. C'est une réforme globale de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Bon. Plusieurs fois, tous les gouvernements qui se sont succédés nous ont promis une réforme. Et jamais ça ne s'est fait. Des fois parce que l'élection a été déclenchée, d'autres fois parce qu'on a reculé et tout ça. Et enfin, on a sur la table un projet de loi. OK. Alors, la CATARA, c'est Comité d'aide d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés du travail. De la région des Appalaches. C'est ça. Oui. Alors, c'est un projet de loi qui vous intéresse. C'est un projet de loi qui nous intéresse au plus haut point. Maintenant...
Ça t'intéresse au plus haut point, mais je lis ici que vous vous opposez formellement à l'adoption du projet de loi. Tu sais, on peut être intéressé. Pourquoi, donc? On peut être tu viens de parler qu'il y a une réforme, oui, là. Oui. La réforme, on la voulait. Bon, premièrement, il faut savoir une chose, c'est que cette réforme-là, au départ, elle a été mise en chantier avec la collaboration des syndicats, avec la collaboration du Conseil du patronat, la CNESST et le gouvernement. Et qui n'est pas là? Nous autres, bien, pas nous autres, Catara comme tel, mais ceux qui représentent les travailleurs non syndiqués qui sont aussi souvent victimes d'accidents de travail ou de non-respect des lois. Ils nous ont mis de côté, et pourtant, c'est 60 de l'ensemble des travailleurs du Québec qui sont non syndiqués. Fait que déjà, ça, on pouvait se douter qu'il y aurait des choses qu'on n'aimerait pas. Ah bon? Oh, oui. Ensuite, bien évidemment, que lorsque le projet de loi a été déposé, là, on s'est dit, mais qu'ils le déposent, ils vont nous inviter au moins qu'on puisse présenter un mémoire et tout ça. Non, nous autres, on n'était pas là non plus. À la dernière minute, c'est-à-dire 2 jours avant, ils s'en sont rendus compte, bien, disons qu'il y a eu les pressions, et ils ont décidé d'inviter un des groupes de représentants des non-syndiqués. Mais c'est ça. En gros, mais c'est pas le. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour ça qu'on s'oppose. C'est pas une question de vengeance parce qu'ils nous ont pas consultés si ça avait représenté. Sauf que les travailleurs non syndiqués vont être les grands perdants de la réforme. Les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les travailleurs âgés. Tu sais, en fait, bon, tout le monde. Alors, oui. allons-y un par un. Les femmes enceintes, pourquoi? Oui. Bien, les femmes qui vont être perdantes dans ça. Bon, bien, on sait qu'il y a toujours le fameux, ce qu'on appelle le retrait préventif pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent selon les conditions dans les milieux où il peut y avoir danger. Sauf que là, pour ce faire, c'est la parole du médecin traitant qui va faire en sorte que la CNESST va accepter le retrait préventif de la femme enceinte. Sauf que le projet de loi 59 est en train d'enlever la majorité des pouvoirs au médecin traitant. Donc, si dans plusieurs cas, le médecin traitant n'a plus de pouvoir, évidemment, le cas des femmes enceintes s'applique. C'était déjà compliqué, mais là, à cette heure, ça va être remis encore dans les mains des médecins de compagnie. Et bon, on n'élaborera pas là-dessus, mais pour plusieurs dans la région et tout ça, on sait ce que c'est, les fameux médecins de compagnie. Donc, remettre dans leurs mains, c'est quelque chose, c'est un recul. Un recul de... Là, c'est beaucoup plus que 40 ans en arrière. Là. Tu sais, on recule de 50-60 ans. Là. Bon, tu viens de parler des femmes enceintes. Ouais. Les travailleurs âgés, là. Bon, les travailleurs âgés, c'est que dans la loi actuelle, je suis en train de dire qu'on n'aurait peut-être pas dû la changer comme c'est là. Mais bon, il y a des choses qui devaient demeurer. Dans la loi actuelle, le travailleur âgé, il y a ce qu'on appelle la présomption d'incapacité due à son âge. Ça fait que ça veut dire que quelqu'un qui se blesse et va recevoir les indemnités de remplacement de revenus jusqu'à temps qu'il soit consolidé, c'est-à-dire, bon, guéri ou en tout cas que sa lésion soit stable. Sinon, il reçoit toujours ses prestations. Puis, tant qu'on ne lui offrira pas un emploi convenable au même endroit où il était. OK? Ça, c'est important. Et si on ne peut pas lui offrir, il reçoit ses indemnités. Aujourd'hui, on va placer le travailleur âgé alors qu'on s'est mis à genoux devant lui pour qu'il retourne sur le marché du travail parce qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre. Là, on va lui dire, écoute, bonhomme, non, tu ne peux pas retourner à ta compagnie parce qu'il n'y a pas d'autres postes pour toi. Par contre, là, tu n'as plus le droit d'avoir tes indemnités. Il faut que tu retournes travailler dans un endroit qui va être acceptable pour ta condition physique. Donc, la présomption d'âge disparaît. Et là, il faut qu'il se remette en recherche d'emploi. Imagine, le gars, il a 65 ans, par exemple. Le gars ou la fille, 65 ans, on lui dit, tu te cherches un job. Il a travaillé longtemps au même endroit, tu te cherches une job. Ou encore, on peut lui dire, bon, ben écoute, t'en as pas, tu vas aller te recycler. Fait que l'envoyer dans un club de recherche d'emploi, par exemple. Tu sais, fait les téléphones pour voir s'il y aura pas, si on voudrait pas l'engager, là. Non. Voyons, c'est complètement aberrant. Je dis pas que ça va se faire.
La seule chose, Ouais. c'est que la loi le permet maintenant, ce qu'elle ne c'est-à-dire permet le projet de pas. loi le prévoit. Oui, là. OK. le projet de loi, oui, pardon, pas la loi, parce que j'espère que ce ne sera pas la loi. Mais juste un peu avant Oui. le début de l'émission, Oui. de l'entrevue, tu me disais, et non seulement ça, ils ont des reculs là, mais en plus, ils ont fait des oublis. Le ministre Boulet, là, où qui était, lui, la loi ne parle pas de télétravail, alors qu'on est en télétravail depuis maintenant 1 an. Là. Oui, puis que tous ces fonctionnaires sont en télétravail. Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne fait pas d'ingérence puis de contrôle là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au courant que justement qu'on est dans une période. Et ça, tout le monde le sait que ce n'est pas fini. Le télétravail est maintenant là pour rester. Ben, non, on n'en tient pas compte, c'est pas là. Surtout que c'est là, ces points-là qui seraient importants, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, si tu es au courant, pardon, mais de plus en plus, en ouvrant les portes comme ça, on établit de la télésurveillance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent chez eux et qui doivent laisser leur caméra d'ordinateur allumée. T'es chez vous, là. Ah oui? Ah, je savais pas ça. Le patron qui rentre et qui vient frapper et qui dit « Je voulais justement voir si ça allait bien » et tout ça. Ben T'sais, oui. T'as pas de contrôle. Fait que là, c'est laissé au bon vouloir des employeurs. Fait qu'il n'y a pas d'encadrement. Une loi, c'est là pour encadrer. Puis en plus de ça, il y a les maladies professionnelles, on en parle pour ainsi dire pas. Le Parkinson, on le sait, on est dans une région semi-rurale. Les pesticides, la cause à effet a été établie aux États-Unis, a été établie en France, partout, que les pesticides sont une cause de Parkinson chez les agriculteurs. Pas en tout. On va faire une commission de scientifiques qui va faire quoi? Des recommandations Ah bon? à la CNESST. Même pas dire faut faire ça. Ils vont simplement recommander. Et c'est plein de petits trucs comme ça qui fait qu'à un moment donné, tu sais, on est agacé. Puis je te dirais, Pierre, qu'on n'est pas les seuls à être agacés, là. Tu sais, le Collège des médecins, le Collège des médecins, c'est quand même pas un monde qu'on est habitué de voir avec des pancartes dans la rue, là. Bien, eux autres aussi se sont prononcés contre. Ah, Tu sais, bon, je dirais que Mais, le projet de loi 59, là, il fait l'unanimité, par contre lui. C'est Ah ça bon? qu'on peut dire. C'est vraiment ça, le projet de loi. mais il en est rendu où? Bon, il y a eu le dépôt, Ouais. il y a eu Les 3 présentations jours des mémoires. des mémoires. Et là, il devrait s'en aller à l'analyse article par article. Bon. On a encore pour un petit bout. J'ai quand même une certaine confiance que le ministre ne doit pas être sans ignorer, il ne doit pas ignorer, pardon, ce qui se dit partout. Il va falloir qu'il retourne à sa planche de travail. Tu peux pas, il ne peut pas faire une loi comme ça où ce que tous les groupes concernés, que ce soit les syndicats, le conseil du patronat, je te disais, le Collège des médecins, les groupes de représentants des non-syndiqués, les partis d'opposition, tout le monde. Mais c'est des gens qui ont été consultés. Vous autres, vous n'avez Des pas gens été qui ont consultés. été Là. consultés. Vous pouvez représenter 60 Ouais. des employés non syndiqués. Mais Bon. les autres, là, les syndicats, la CN, Ah, ouais. la SST, le Conseil du patronat, le gouvernement, Il y a beaucoup ils de sont contre pareil. beaucoup de leurs suggestions qui n'ont pas été retenues. Tu sais, je veux dire, c'était de la consultation. Il n'y a personne qui avait d'engagement. Lorsqu'ils ont, Ouais. qui ont élaboré le projet de loi, le ministre s'est jamais engagé à respecter tout ce qui était proposé. Parce que c'est bien évident, là, Oh, tu sais. oui, mais- Donc, c'est ça. Sauf que pour la plupart, leurs principales revendications ont été mises de côté. Que si tu veux. Fait que là, on en est rendu là. Mais là, je veux dire, que ce soit Catara ou les autres Oui. organismes, là, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes à la merci d'une décision politique. Ben, tu sais, il ne peut plus rien faire. Ben, en tout cas, vous pouvez Il y a faire des toujours- revendications il y auprès a- des, oui. Oui, puis il y a de la des instances il y a gouvernementales. de la mobilisation qui peut OK. se faire. Là, c'est sûr que ce qu'il faut présentement, absolument, c'est qu'on se parle. Les groupes, que ce soit les syndicats, que ce soit les représentants des non-syndiqués, puis tout ça, qu'il n'y ait plus de chasse gardée de petits territoires. Il faut qu'on accepte, comme il faut, de s'asseoir ensemble, de se parler, puis de dire, bon, ben, écoute, on a un point commun,
ensemble, c'est que ce projet de loi-là est en train de nuire à l'ensemble des travailleurs, des travailleuses du Québec. Et dans notre opposition, c'est à nous de faire de quoi pour les défendre et les représenter. Donc, faisons front commun, puis allons-y. C'est là où on en est présentement. C'est de se parler. Bien, je vous souhaite, Mario, qui représentait les non-syndiqués à 60 %, d'avoir une nouvelle loi, qui ne sera pas des reculs. J'espère, en tout cas, du moins au moment où, là, on se parle, au moment où on enregistre notre émission, on est dans les reculs. Espérons le mieux. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup. Merci, Pierre. J'avais le plaisir de recevoir le directeur de Catara, Mario Dufresne, qui est venu nous parler du projet de loi projet de loi 59 qui, manifestement, ne fait pas son affaire. À la semaine prochaine.